Bonjour, bienvenue dans la série de formation du module Programmation 2 au profil des étudiants de la licence fondamentale SMI, le semestre S4, et spécifiquement dans le chapitre qui concerne les structures. La dernière fois, on a commencé la première science dans le chapitre des structures. On a commencé par une introduction, une définition, initialisation et utilisation des structures. Et on a fait une discussion sur l'application des pointeurs sur les structures. On a terminé la dernière science par un exercice d'application. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle science sur les synonymes, unions, comme étant des cas particuliers des structures. Après, on va voir une discussion sur les particularités des structures en langage C. Et juste après, on va voir deux cas très utiles pour les structures, ce sont ce qu'on appelle les structures imbriquées et les structures récursives. On va terminer par un exercice d'application qui résume tout le chapitre. Reste avec moi. Alors pour les synonymes, si on parle de synonymes, on parle d'un cas particulier où on peut définir un nouveau type par l'instruction type def. Alors cette instruction-là nous permettra de définir un nouveau type qu'on appelle un type synonyme. Exemple, si nous avons par exemple le type standard int, on veut définir un nouveau type nommé entier qui représente le type int. Et dans ce cas, à partir de maintenant, si on veut définir ou bien déclarer la variable x, y de type entier, on peut mettre à la place int x, y, on peut mettre entier x, y. Alors ça nous permettra de simplifier l'écriture dans les structures. Si on ajoute un type def avant la définition de la structure par l'instruction struct, l'exemple ici, struct point, comme on a fait dans la dernière science. Si on met type def struct point et on met ici le nouveau nom qui est point, par exemple ici en majuscule, à partir de maintenant, si on veut définir une nouvelle variable de type point, par exemple ici origine, ou bien P1 ou bien P2, on peut mettre à la place de mettre struct point, on peut mettre juste le nouveau type qui est point en majuscule. Alors, l'exemple, comment peut-on l'utiliser? Alors, dans la définition de la structure, si vous vous rappelez très bien la syntaxe de la définition d'une nouvelle structure, normalement, on met struct, point, et après, on met les champs. Et maintenant, on va ajouter l'instruction type def pour qu'on puisse définir un type nommé point en majuscule comme étant un nouveau type pour la structure point. À partir de maintenant, on peut utiliser point majuscule comme le type point struct. Alors, un exemple, si nous avons déclaré déjà la structure complexe, le type struct, et on a mis ici deux champs réels et imaginaires, si on ajoute normalement cette instruction-là de définition dans l'entête, ou bien dans les fichiers header, ou bien au début de votre programme, si on ajoute l'instruction type def, automatiquement, on définit un nouveau type nommé complexe en majuscule pour le type struct complexe. Et maintenant, si on veut déclarer par exemple une variable ou bien un tableau dynamique, on peut mettre à la place de mettre struct complexe en minuscule, on peut mettre directement complexe en majuscule parce que c'est un nouveau type que représente struct complexe. Et au lieu de déclarer en fait, ou bien allouer un espace mémoire pour le tableau de n colonne des complexes, à chaque fois qu'on doit rappeler que complexe c'est une structure, alors à partir de maintenant, on peut mettre directement et reçoit complexe, parce que complexe c'est le nouveau type qui représente struct complexe. À partir de maintenant, on n'aura pas besoin de mettre à chaque fois le rappel sur le type de complexe qui est une structure. Soit dans le rappel de la forme du pointeur T, soit dans la taille des colonnes par la section CSOF. Et il y a juste une recommandation, c'est que, alors les nouveaux noms définir, c'est de recommander de les mettre en majuscule. Ça, ce qui concerne les synonymes, à part les synonymes, il y a un cas particulier des structures, ce qu'on appelle les unions. Alors, les unions nous permettra vraiment de minimiser un peu de l'espace. Pourquoi? Parce que on peut définir union, ça veut dire quoi? Un type particulier des structures. Pourquoi? Parce que ici, on peut stocker, ou bien on peut utiliser la même, ou bien le même espace mémoire, pour qu'on puisse stocker des données de type qui sont totalement différents. Alors là, c'est la déclaration, bien la façon comment peut-on définir une union. On peut mettre union, le nom de l'union, et le type possible, nom du champ, le type possible, nom du champ, c'est le n. Et par la suite, on peut déclarer les variables qui ont le type union. Un exemple,
si on veut déclarer par exemple ici deux variables Z1, Z2, qui seront normalement construites à partir de la structure zone, et ces variables-là peuvent contenir normalement soit un entier, soit un long, soit par exemple une valeur float, soit une valeur long float. Alors, puisque normalement il y a plusieurs possibilités pour la même variable Z1 ou bien Z2, on peut déclarer tous ces champs-là comme étant une quoi? Comme étant union. On met quoi? On met union. Le nom de l'union, c'est par exemple ici, c'est zone, ou le zone, c'est une structure qui contiendra plusieurs champs possibles, soit un entier, soit un long, soit un float, soit un double. Et dans ce cas, le Z1 et Z2 est une variable qui est l'union zone, qui peut avoir soit une valeur de type entier, ou bien long, ou bien float, ou bien double float. Alors là, c'est ce qui concerne les éléments normalement de la réservation de la mémoire de l'espace. Automatiquement, la réservation elle se fait en se basant sur la plus grande valeur du champ. Comme l'exemple ici, la plus grande taille des différents champs, c'est le champ, c'est la taille d'un double. C'est pour cela ici, on va réserver un espace mémoire qui est la taille du double pour la déclaration ou bien la réservation en mémoire de la variable Z1 et la variable Z2. Quelques particularités à discuter sur les structures en langue AC. On commencera par la possibilité d'affectation et les tests d'égalité et d'inégalité des structures. Alors normalement, si on a en fait deux variables P1 et P2 comme étant des variables structurées, l'exemple ici, P1 et P2 ce sont des personnes, et supposons que P1 contiendra plusieurs valeurs, de même pour P2, alors on peut affecter directement le contenu de la valeur de P2 vers P1. Et sachant que P2 il contiendra plusieurs champs. P2, par exemple, c'est une personne. Personne, il a un nom, il a par exemple un prénom, il a un numéro de téléphone, par exemple une adresse. Une fois on affecte P2 à P1, les valeurs des champs de P2 seront affectées comme étant des valeurs au champ de P1. On n'aura pas besoin d'affecter champ par champ. Par contre, si on veut faire la comparaison entre deux variables structurées, on ne peut pas le faire par un test d'égalité et par un test d'inégalité. C'est pour cela, si on veut, pourquoi? Parce que c'est une valeur de A, c'est une valeur composée de plusieurs champs. C'est pour cela, si on veut faire la comparaison entre deux variables structurées, on doit comparer champ par champ. L'exemple ici, si le A et le B, ce sont des points, si on veut comparer est-ce que le A égale à B, on doit comparer la valeur de X comme étant un champ de A, est-ce qu'elle est égale à la valeur de X du champ B, et de même pour Y, pour la variable A, et le Y comme étant un champ pour la variable structurée B. Ça, ce qui concerne la première particularité des structures non gacées, mais par contre, on peut utiliser les structures sous forme des paramètres ou sous forme des valeurs à retourner dans des fonctions. C'est pour cela ici, une structure elle peut être servie par la suite comme étant une variable, soit comme étant un paramètre, soit passé par adresse ou bien par valeur, ou bien comme étant un résultat qui sera retourné. Un exemple, là, c'est la fonction somme, qui contiendra comme paramètre deux arguments, Z1 et Z2 sont deux valeurs de type complexe. Et elle va retourner une valeur de type complexe. La valeur complexe qui est déclarée comme étant une variable locale, c'est la variable Z, qui contiendra par la suite deux champs réels, c'est la somme des deux valeurs réelles, et l'imaginaire, c'est la somme des deux valeurs, champs imaginaires de Z1 et Z2. Et par la suite, on va retourner le Z. Là, on retourne pas juste une seule valeur, mais on retourne une variable Z qui contiendra plusieurs valeurs. Dans ce cas-là, il contiendra deux valeurs. La valeur Z de la partie réelle et la partie imaginaire de la variable Z. Et dans l'appel de la fonction, alors si on déclare là, par exemple, dans la fonction main, trois variables C, C1, C2 qui sont initialisées par 3 et 4 pour le champ réel imaginaire, 1, 2 pour le champ réel imaginaire. Automatiquement, si on fait l'appel à la fonction somme, on entre comme paramètre les deux variables d'entrée C1 et C2, on aura comme résultat une variable C qui contiendra normalement 4 comme valeur de la partie réelle, c'est la partie réelle de C1 plus la partie réelle de C2, et 6 comme une partie imaginaire, c'est la somme de la partie imaginaire de C1 plus la valeur imaginaire de la variable C2. Et dans ce cas, on peut utiliser les structures comme étant des variables pour les fonctions, soit comme étant des paramètres entrés par adresse, par valeur, soit comme étant une valeur à retourner avec un type dédié complexe. Alors pour le troisième
La troisième particularité des structures en langage C, on appelle ce qu'on appelle les énumérations. Alors, on sait très bien pour le type entier, il y a en fait plusieurs valeurs, le 0, le 1, le 2, jusqu'à le n-1. Alors, il y a-t-il la possibilité de remplacer l'écriture d'un entier par un nom? Alors, c'est pour cela ici, si on veut le faire, on peut rendre, ou bien on peut créer ce qu'on appelle une énumération des valeurs de type entier. Alors, l'exemple ici, c'est on veut définir une énumération des valeurs de type entier. On met uni menant des énumérations et on met les différents champs de la structure énumération. Et bien sûr, on peut déclarer les variables nécessaires. Sachant que la première valeur affectée au premier énumérateur, c'est la valeur 0. Et la deuxième valeur qui sera affectée au deuxième énumérateur, c'est la valeur 1 jusqu'à le n, jusqu'à le dernier énumérateur défini dans votre définition. Un exemple, si on veut là, exemple ici, définir normalement un numérateur qui contiendra en fait plusieurs constantes. L'exemple ici, c'est un numérateur RGB, rouge, vert et bleu, sachant que le premier champ, on va l'affecter la valeur 0, deuxième champ, on va l'affecter la valeur 1, et le bleu, on va l'affecter par exemple la valeur 2. Si on veut le faire, on peut le créer par numérateur, on met une, ce sont des couleurs. Là, rouge, vert, bleu, ce sont les trois numérateurs. Automatiquement, rouge prendra comme valeur la valeur 0, le vert prendra comme valeur la valeur 1, et le bleu va prendre comme valeur la valeur 2. Et là, c'est l'exemple, RVB contiendra en fait la valeur 0, 1 et 2. Un deuxième exemple, si on veut affecter une valeur différente de 0, 1, 2 à un numérateur, on peut le faire. Et dans ce cas-là, si on veut le faire, on aura la possibilité de le faire par affectation directe au champ, comme l'exemple ici. Si on veut commencer le numérateur par une valeur initiale qui commence par exemple par 4, et par la suite, la valeur par exemple orange prendra la valeur 5, et le troisième numérateur prendra une autre valeur, c'est la valeur 8 et non pas la valeur 6. Pour le faire, on peut créer un numérateur, par exemple ici le nom autre couleur. Le violet prendra comme valeur la valeur 4 qui sera initialisée et non pas le 0. Orange, automatiquement, il prendra la valeur de l'énumérateur précédent plus 1 avec une incrémentation de 1. Et juste après, normalement, jaune prendra la valeur 6, mais une fois on veut avoir une valeur de jaune différente de 6, différente de la valeur suivante, orange, on l'affectera une valeur différente. Par exemple, ici dans l'exemple, c'est la valeur 8. Avec cette méthode, on remplace les entiers par des noms, ce qu'on appelle l'énumérateur ou bien l'énumération. Alors, les éléments études pour les structures, et surtout, il y a des possibilités qu'on peut avoir des champs de structure qui contiendra normalement non pas une variable simple, une valeur simple d'une variable, mais il contiendra comme un champ une autre structure. Exemple, si nous avons là, par exemple, une structure date, qui contiendra le jour, le mois et l'année. Et on a par exemple ici fiche personne, qui contiendra le numéro, le nom, et comme un champ date de naissance. On sait très bien que la date de naissance contiendra le jour, le mois et l'année. C'est pour cela ici, un champ de la fiche personne, c'est quoi? C'est pas une variable simple, mais c'est une structure. Là, on dit que quoi? Que la structure date, c'est une structure imbriquée dans la date, ou bien dans la structure, S-fiche, ce qu'on appelle les structures imbriquées. Là, c'est quoi? C'est que si nous avons un champ d'une structure quelconque, il ne contiendra pas un champ, un type simple, mais il contiendra un type comme étant un type structuré. Alors, pour le dernier type de structure, ce qu'on appelle les structures récursives. Alors, une structure récursive, c'est que quoi? C'est un cas particulier des structures imbriquées où il y a parmi les champs de la structure, c'est pas une variable simple, mais c'est un champ structure qui refait l'appel à la structure elle-même. Dans ce cas, on peut utiliser les structures récursives pour les arbres et même pour les listes chaînées. Alors, un exemple pour les arbres, si nous avons par exemple ici arbre géologique qui définira normalement la structure S-fiche, par exemple, personne est là un numéro, elle a un nom, mais elle a normalement père et elle a mère. Sachant que père, mère, ce sont aussi des quoi? Des personnes. C'est pour cela ici, le type de père et mère, ce sont des quoi? C'est le type de la structure définie. Ça veut dire quoi? On fait appel, bien on fait l'utilisation de la même structure. Ce qu'on appelle ici la structure S-fiche, c'est quoi? C'est une structure récursive. Ou bien, c'est le cas des arbres, ça veut dire on peut faire appel, ou bien le lien avec plusieurs éléments structure,
ou bien on peut faire l'application des structures récursives pour les listes chaînées. Et dans ce cas-là, si on fait la définition en fait d'un nœud d'une liste chaînée, on sait très bien que la liste chaînée contiendra en fait plusieurs nœuds. Elle commence par l'entête jusqu'à le pied, et les différentes cellules et les différentes nœuds sont reliés entre eux à des liens de pointeurs. Normalement, si c'est un lien simple de suivant, on l'appelle liste chaînée simple. Si c'est un lien double entre le nœud suivant et le nœud précédent, là on appelle une liste chaînée double. Et dans ce cas-là, si on fait bien la remarque ici sur les deux champs de la structure nœud, alors dans ce cas on fait l'appel, ou bien ce qu'on appelle l'autoréférence à la même structure. Dans ce cas, la structure nœud est une structure récursive. Pour l'exercice d'application, on va essayer de réaliser un programme pour la gestion d'une bibliothèque, où la bibliothèque contiendra en fait plusieurs livres. Chaque livre est caractérisé par un code de type entier, un titre de chaîne de caractères, et auteur, c'est une structure qui contiendra deux champs, le nom et le prénom. Pour les questions, on va définir les structures nécessaires pour ce programme. On va définir une fonction pour saisir les informations d'un seul livre, et on va définir une fonction affichage des différents livres et la recherche d'un livre par la fonction recherche en se basant sur le titre recherché d'un livre, et une fonction pour trier les livres dans un sens croissant des livres. Et après, à la fin, on aura une fonction menu pour faciliter la navigation entre les différentes fonctions. Pour l'exécution du programme, on cherche d'avoir un programme sous cette forme, c'est-à-dire un menu pour la navigation entre les différentes fonctions, saisie, listée et recherchée. Un choix, par exemple, ici, on tape le choix, c'est 1. Alors, pour le code, par exemple, je vais mettre ici 111. Et pour le titre, c'est par exemple langage C. Voilà. Et l'auteur, le nom, voilà, par exemple, Samy Linard. Voilà, le livre est déjà ajouté. Alors, on va vérifier par le choix numéro 2 pour lister. On aura le livre enregistré. Après, on va faire saisir encore un nouveau livre, et il a un code inférieur, le code 111, par exemple 55. Après, on va faire le nom, c'est base de données par exemple. Et le nom, c'est par exemple Jacques. Ok. Voilà. Pour vérifier, voilà le livre et voilà le tri. Remarquez là, les livres sont triés dans un sens croissant des codes. C'est l'appel de la fonction trier. Et maintenant, on va faire la recherche d'un livre en se basant sur le titre. Par exemple, là, je fais langage C. Voilà, s'il existe, il va afficher le détail du livre. Sinon, s'il n'existe pas, par exemple ici, Java, il va avoir une erreur ou bien un message d'erreur qui sera affiché quand le livre recherché n'existe pas. Et 0 pour quitter. Maintenant, le code source de votre programme. Alors, pour le programme, on va inclure les bibliothèques particulières, c'est la bibliothèque cd.h. Pour les fonctions système, la fonction pour effacer l'écran, clear screen, la fonction pause. Pour la première question, on va définir deux structures. La structure auteur qui a deux chaînes, le nom et le prénom, et la structure livre qui a trois champs, le code, le titre et un champ hôte comme étant un type auteur. Dans ce cas, la structure auteur est imbriquée dans la structure livre. Pour les fonctions, on a les prototypes de fonctions, c'est la fonction menu, la fonction saisie, la fonction affichage, la fonction tri et permuter. Et les trois questions pour la question qui concerne la recherche, la fonction longueur du chaîne, comparée du chaîne de caractères et la fonction recherchée. Pour la fonction main, alors dans laquelle on va essayer de déclarer juste un pointeur sur un livre qui pointe au début sur la valeur nulle et la dimension bien sûr au début égale à 0. Et on va faire appel à la fonction menu en entrant comme paramètre le pointeur sur la bibliothèque et la valeur adresse n, c'est-à-dire le passage par adresse de la dimension. Alors pour la fonction menu, alors dans cette fonction-là, on va voir le menu de navigation. Et là, en fait, les trois choix, le 1, le 2, le 3, le 0. On va lire le choix et par la suite, une structure sélective switch qui nous permettra de naviguer entre la fonction saisie, c'est le choix égal à 1. Affichage, c'est le choix égal à 2. Le 3, c'est une recherche
on va faire le choix numéro 3. Mais avant de faire l'appel à la fonction recherchée, il faut lire la valeur du livre ou bien le titre du livre recherché. Si la valeur c'est 0, on va quitter le programme. Bien sûr, s'il est différent de 0, 1, 2, 3, on va afficher un message d'erreur. On peut remarquer là, la fonction menu c'est une fonction récursive. Pourquoi? Parce qu'une fois on termine un choix ou bien un traitement, on va refaire à la fonction menu. Pour la fonction saisie, ça veut dire on va saisir les informations d'un livre dans la nouvelle bibliothèque. Alors on va entrer comme paramètre la bibliothèque, la dimension, et par la suite un pointeur pour parcourir la bibliothèque et un tableau dynamique TMP qui est un tableau temporaire. Si la bibliothèque est vide, automatiquement on va allouer un espace mémoire pour un seul livre par la fonction malloc. Sinon, on va créer un tableau temporaire dans lequel on va stocker les n livres qui existent plus une colonne vide pour le nouveau livre. Et dans ce cas, on va copier, une fois on va créer le tableau temp, on va copier les n livres stockés dans la bibliothèque, on va le copier dans le nouveau tableau temporaire TMP. En affectant à chaque fois le contenu de la case sur laquelle pointe le Q2, qui est un livre de la bibliothèque, dans le contenu de la case sur laquelle pointe le Q1, qui est une colonne du tableau TMP. Et par la suite, on va créer un pointeur P sur la dernière colonne du tableau TMP. Et bien sûr, c'est la case où on va ajouter les informations du nouveau livre. Et juste après, on va ajouter, ou bien on va incrémenter la dimension n. C'est pour cela ici on a utilisé ici le passage par adresse pour qu'on puisse modifier la valeur de n dans la fonction menu. Et par la suite, on va saisir les informations d'un livre en demandant le code du livre pointé par le pointeur P et le titre du livre pointé par le pointeur P, le nom de l'auteur du livre pointé par le pointeur P et de même le prénom de l'auteur pointé par du livre pointé par le pointeur P. Et par la suite, on va retourner le nouveau tableau TMP qui est normalement l'adresse mémoire de la première colonne sur laquelle pointe le pointeur TMP qui est le pointeur de référence du tableau temporaire. Pour l'affichage, on va entrer comme paramètre le tableau de la bibliothèque plus la dimension. On va effacer l'écran, c'est la fonction systemcls. Et après, si la bibliothèque est vide, n égale à 0, sinon, on va parcourir la bibliothèque, mais avant de faire l'affichage, on va faire le tri, on va trier la bibliothèque ou bien les livres dans un sens croissant des codes, et par la suite, on va parcourir le premier bouquin jusqu'à le dernier, en affichant le code, le titre, le nom de l'auteur, le prénom de l'auteur du livre pointé par le pointeur P. Pour le tri, c'est la besoin du tableau et la dimension, deux pointeurs de parcours, le P et le Q, qui pointent P sur le pointeur de référence, la première colonne, et le Q, c'est le pointeur suivant de P. À chaque fois que je trouve un code du livre pointé par P est supérieur au code du livre suivant, automatiquement, je fais appel à la fonction permute en passant l'adresse mémoire de la case sur laquelle pointe le P, l'adresse mémoire de la case sur laquelle pointe le Q, c'est le passage par adresse. On fait la permutation par une permutation à travers la variable auxiliaire TMP. Pour la recherche, j'aurais besoin plus le tableau et la dimension, la chaîne recherchée. Et bien sûr, si le tableau est vide, automatiquement je dis que le tableau est vide. Sinon, on va faire quoi? On va faire le parcours du tableau de la bibliothèque jusqu'à la fin. Et à chaque fois, je vais comparer le titre du livre pointé par le pointeur P avec le titre recherché. C'est égal à 0, ça veut dire quoi? Ils sont identiques. On va afficher le code de ce livre-là, le titre parce qu'il trouvait le nom et le prénom de l'auteur du livre en cours. Sinon, alors il faut qu'on termine le parcours et on a, si on trouve la valeur, si on trouve le livre automatiquement OK, la variable booléenne au début elle a eu la valeur 0, ça veut dire quoi? Le livre, on suppose qu'il n'existe pas, puisqu'il existe, d'accord, automatiquement le OK prendra le 1. Mais si le OK, une fois on termine le traitement, et OK toujours elle reste égale à 0, ça veut dire quoi? Que le livre recherché n'existe pas. Pour la comparaison, c'est une fonction simple pour comparer deux chaînes de caractères. On va tester d'abord si les longueurs des deux chaînes de caractères sont différentes. Je retourne -1 directement. Sinon, ça veut dire quoi? Elles ont la même longueur. Je vais parcourir CH1, parcourir CH2 jusqu'à la fin. À chaque fois, je trouve un seul caractère qui est différent de la chaîne P1 avec le même, avec un caractère de la même position dans la chaîne CH2. Si elles sont différentes, je retourne aussi -1.
Si on n'a pas retourné -1 dans le cas de test de longueur ou bien dans le test de comparaison entre les caractères des deux chaînes, automatiquement, je peux retourner 0. Ça veut dire quoi? Que la chaîne CH1 égale à la chaîne CH2. Et une fonction pour calculer la longueur de la chaîne qui retourne P-CH, c'est l'indice de la dernière colonne de la chaîne CH qui contiendra l'antislash 0. Et on sait très bien que l'indice de la case sur laquelle dans laquelle on a l'antislash 0, c'est la longueur de la chaîne. Ça, c'est ce qui concerne la solution de l'exercice. Alors, j'espère bien que vous avez bien bénéficié des deux sciences des structures, dans lesquelles on a vu les différents éléments qui concernent les structures. On a commencé par une introduction, la définition, la déclaration et l'accès à une structure, l'application des pointeurs avec les structures. Une première application, on a vu dans la première séance pour pratiquer les pointeurs avec les structures. Et dans cette séance, on a vu les synonymes et les unions. Il y a quelques discussions sur les différentes particularités des structures en langage C et surtout la manipulation des structures imbriquées et récursives pour les structures. On a terminé par un exercice. J'espère bien que vous avez bien bénéficié de ce cours et je vous souhaite bon courage.